Un petit mot de fin de notre président, peut-être. Merci beaucoup, Pierre Nicodème, qu'on n'a pas présenté, qui ne s'est pas présenté exactement. C'est le patron, entrepreneur, fondateur de l'entreprise B-Business, qui mérite d'être connu sur la place Grenoble-Ouest. Monsieur Patrick Fredenson va nous faire une synthèse de la journée. C'est celui qui a la tâche la plus difficile de la journée. Et je vous passe le micro. Alors, c'est un peu difficile parce que vous êtes épuisé, moi aussi. Vous êtes dans la pratique des entreprises, pour la très grande majorité d'entre vous, et moi je suis un universitaire historien, donc je suis épuisé, je suis décalé. Bon, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ce que nous avons vécu et appris ensemble? Au XVIIIe siècle, en Angleterre, s'est créée une association qui s'appelait la Société lunaire, Lunar Society. Cette association, elle comprenait des ingénieurs, des chefs d'entreprise, quelques universitaires. Et elle a eu un rôle très important dans la diffusion de la machine à vapeur, dans les nouveaux métiers à tisser et dans les transformations de la métallurgie et même, vous le savez, de la porcelaine. Qu'est-ce que c'est pour moi que l'AUEG, que j'ai découverte au téléphone hier par Jean Bornarel, que j'ai vu en chair et en os aujourd'hui, c'est l'équivalent de la Lunar Society. C'est-à-dire des lieux qui, dans des moments de transformation extraordinaires, sont à la fois des laboratoires d'idées et des tremplins pour l'action, et des lieux de partage. Partage de pratiques, partage de connaissances, partage de méthodes et partage d'audace. Donc, je l'ai entendu, je l'ai vu, et c'est très important. Mais en écoutant Jean Bornarel ce matin, j'ai entendu aussi qu'il y avait toute une série de risques. Il nous a parlé de problèmes d'environnement, il nous a parlé de problèmes de sécurité, et il a dit au fond que la lucidité, c'était d'avancer franchement et audacieusement, mais d'essayer de mesurer le fait qu'il n'y avait pas de transformation sans des coûts, et des coûts très importants. Et que l'objectif, c'était de les connaître, c'était d'essayer d'agir sur eux ou de les résoudre, mais de ne pas les ignorer. Donc on a eu aujourd'hui la transformation numérique plein pot, mais une transformation numérique dans les côtés obscurs, ou pour reprendre ce qu'a dit l'intervenante ce matin, les côtés de cauchemar étaient aussi présents. Et je dirais que sur ce premier volet, c'est-à-dire agir et mesurer les coûts de l'action, c'était très important. Deuxième élément pour moi, c'était une dynamique scientifique et technique. Ça ne suffit pas à soi tout seul. Et j'y insiste vigoureusement. Je prends un exemple aux États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a abondamment discuté sur les machines à commande numérique. Ce qui était quand même une des origines de ce qui est la société de l'information et de la connaissance. Et il y avait deux projets très différents qui ont opposé deux groupes d'ingénieurs et deux groupes d'industriels différents. Il y avait un projet extraordinairement radical, très automatisé, très porteur, mais avec des coûts de transformation et des délais de réalisation parfaitement inconnus. Et il y a eu un projet moins avant-gardiste qui l'a emporté. Je ne dis pas du tout que c'est la norme, mais je dis qu'à tout moment, il y a des choix entre les solutions technologiques
qui sont adaptables dans les entreprises ou dans les organisations non marchandes. Et quand je dis qu'il y a des choix, je trouve que ce que vous m'avez appris aujourd'hui et ce que vous avez dit, c'est quelque chose qui tourne autour de la variété. Il y a un discours ambiant, très repris dans les médias, qui est un discours sur le fait qu'on aurait la production d'une organisation homogénéisée, formatée, américanisée, marchandisée. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça n'est pas du tout cela. Ce que j'ai vu, ce sont des mouvements pour diversifier. Diversifier les rapports à l'intérieur des organisations et faire en sorte que ces hommes et ces femmes convergent, mais convergent non pas de manière disciplinaire ou militaire, mais convergent en prenant en compte ce que sont leurs intérêts, ça a été dit, ce que sont leurs différences et ce que sont les inconnus. Et les inconnus, on en a eu une vision éclatante en début d'après-midi avec ce qui a été dit sur la banque. Je prends un exemple juste en écho. Au début des années 80, il y a eu la première vague d'informatisation des banques. Et il y a une étude qui a été faite par un sociologue qui était assez historien de tempérament sur la lyonnaise des dépôts, la lyonnaise des banques. Quelle était la situation des banques à ce moment-là? Les banques étaient des organisations massivement de gens sans diplôme et qui grimpaient à l'ancienneté et à la compétence et dont certains pouvaient estimer qu'ils avaient leur bâton de maréchal. Et tout à fait au sommet, on avait quelques inspecteurs des finances ou quelques HEC, mais qui étaient des gens qui, eux, étaient peu nombreux et appartenaient aux élites se reproduisant. Et l'informatique a amené des transformations de l'ensemble des métiers de la banque, mais elle a amené le pouvoir des diplômés et l'effondrement de toute une série de perspectives de promotion qui existaient. Et c'est donc bien une illustration de ce que je disais tout à l'heure. On a obtenu des banques faisant beaucoup plus de choses, mais des changements massifs dans les rapports sociaux et dans les relations entre les personnes. Or, ce qui a été dit aujourd'hui, et je pense à ce qui a été dit à Raymond, je pense à ce qui a été dit sur la SNCF, c'était que ces outils nouveaux, ces pratiques nouvelles, ne réussissaient que s'ils arrivaient à multiplier la diversité des expériences et prendre en compte la diversité des acteurs internes et des acteurs externes. Et ça, de mon point de vue, c'est un point très important. Troisième point que je voudrais évoquer, c'est les rapports entre le gratuit et le payant. Nous avons entendu deux choses très différentes, la question des MOOC, je vais en dire un mot, et la présentation qui a été faite ce matin par le vice-président Lifelong Learning de Dassault Systèmes. Et il nous a expliqué que lui, son idée de base, c'était des solutions gratuites et exclusives. Et je pense que c'est un des points sur lesquels vous pourriez travailler aussi pour l'avenir, c'est que un des visages du numérique, c'est le visage de la gratuité. Alors, une gratuité qui est payée par les ressources d'une entreprise comme Dassault Systèmes, qui estime qu'elle a aussi des perspectives de marché, de clientèle ou d'influence dans l'éducation et dans la formation. Mais vous avez aussi un mot qui n'a pas été présenté aujourd'hui, qui est Wikipédia. Nous sommes sur Internet en permanence, mais je regarde aussi bien les textes des ingénieurs et des cadres que les textes les plus savants. Ils sont tout entiers inspirés de Wikipédia.
ce qui amène, à mon avis, beaucoup de réflexions sur les bonnes et les mauvaises notices de Wikipédia, le fait que les notices en anglais sont bien meilleures que beaucoup de notices françaises, que les notices d'ingénieurs sont bien plus rigoureuses que des notices universitaires. Mais on est dans un ensemble de relations entre le gratuit et le marchand sur lesquelles nous avons à avancer. Il n'est pas entièrement vrai que l'Internet gratuit ait disparu. Il est inséré dans des relations marchandes et les activités de formation auxquelles je vais venir vont mélanger marchand et non marchand. De mon point de vue, c'est un des points que j'ai tiré de la présentation d'Assosystème et aussi le fait qu'il y avait la présentation d'un groupe de 124 professeurs qui avaient décidé, bien au-delà de leurs activités disciplinaires, d'aller pour toucher un public gigantesque. Alors, les MOOC de l'autre côté. Moi, j'ai entendu la discussion de ce matin et ce début de cet après-midi, qui n'était pas fondamentalement une discussion sur l'efficacité. Ça a été dit par un des intervenants ce matin, les MOOC, ça a été une école de rigueur. C'est-à-dire que pour pouvoir intéresser un public, même si ce public ne va pas jusqu'au bout, il faut arriver à présenter des contenus attractifs, faisant appel au son, à l'image, et aussi au texte, au graphisme, aux cartes, mais donnant une présentation actuelle et échelonnée en différentes étapes des contenus. De mon point de vue, quel que soit l'avenir de cette formule, il y a là un autre effet, me semble-t-il, de la transformation numérique, c'est de nous enlever une partie de l'amateurisme, de la subjectivité, pour essayer d'être davantage en rapport avec les exigences de nos publics, et les publics comme acteurs, et ce sera mon dernier point. Un mot quand même sur ces questions de formation. Il me semble que là aussi, ça fait partie des choses que vous, nous pouvons discuter. Formation tout au long de la vie, ces termes, ils sont présents en France dès la fin des années 50, à partir d'une expérience qui est restée formidable, qui est celle de l'école des mines de Nancy, autour de Bertrand Schwartz. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, la législation a bougé, la validation des acquis de l'expérience est reconnue, elle n'est pour autant pas si pratiquée. Et là, il me semble que si je mets bout à bout des choses qui ont été dites ce matin et en début d'après-midi, il y a des possibilités de travail non seulement entre université et école, et là les barrières ont quand même sérieusement faibli dans les 10 dernières années, mais il y a des expériences de travail entre entreprises, universités et écoles. Et université, comme ça vient d'être dit dans la dernière table ronde, quel que soit le niveau de formation. Et pas de manière impérialiste ou conquérante. Mais nous sommes devant des défis, et des défis d'une ampleur telle que tout le monde doit être présent à la table. Donc, travailler sur les formations tout au long de la vie. Ça me paraît aussi quelque chose qui pourrait intéresser la UEG. Et vous avez entendu néanmoins une chose tout à fait différente. Peggy Loop, ce matin, n'était pas une grande enthousiaste, ni de la formation digitale, ni même de la formation. Elle a défendu une autre possibilité qui était les espaces d'initiative, la reconnaissance de la création par petites équipes. Donc la formation, oui, mais pas la formation comme remède universel,
La formation digitale, oui, mais la formation complémentaire à des allers-retours entre des gens qui ont des conceptions de la pratique et du savoir. Dernier élément, vu de ma fenêtre. Ce que j'ai entendu, c'est que une conception de la transformation numérique par l'offre ne suffit pas. En d'autres termes, il y a eu dans cette journée une revalorisation d'acteurs autres que les offrants. Acteurs comme les utilisateurs, qui sont non seulement détenteurs d'un pouvoir de bloquer, mais détenteurs de pratiques, de savoir-faire, d'informations. J'ai vu se dessiner avec vous plutôt des tentatives de partager les pouvoirs et les savoirs. Et ça me paraît extrêmement important. Et le point de vue client, qui est un point de vue qui n'est pas toujours un point de vue immensément valorisé, est apparu de manière extrêmement forte dans les deux tables rondes. Nous n'avons pas eu la conception classique chez les économistes de l'offre créatrice, mais nous avons eu une conception d'une dynamique articulée sur des parties prenantes internes et externes, et ça, de mon point de vue, c'est la dernière contribution sur laquelle je souhaiterais que l'AUEG qui m'a accueilli continue à travailler. Merci. Merci beaucoup Patrick pour cet éclairage. En fait, si j'ai bien compris la synthèse de Patrick, il nous reste beaucoup de choses à faire. Et il nous reste donc une deuxième étape à faire, à franchir, c'est de réfléchir sur le système de formation qui doit se mettre en place pour répondre à ces besoins. Et si j'ai bien compris, ce système de formation, il faudra le penser autour de l'articulation entre les universités, les écoles et les entreprises. Il faut qu'ils prennent en compte d'autres nouvelles, des méthodes d'enseignement qui intègrent l'expérience, par exemple, et la création, mais aussi... Et aussi les organisations syndicales. Et les organisations syndicales. Donc, il faut qu'il intègre aussi les différents publics qui sont demandeurs de formation. Je m'arrête là parce que je sais que tout le monde est fatigué. Merci beaucoup à tout le monde et surtout à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci encore Patrick, merci à Pierre Nicodème Tasselé, à Gérard Cognier et à Josiane et à Hervé aussi qui ont été super aujourd'hui. Je vous invite à continuer la discussion. Il y a un petit cocktail là qui nous attend. Il faut bien en profiter. Merci beaucoup.